mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici mise au point votre tranche socio-politique qui vous met au cœur des questions d'actualité. En tout cas, nous sommes là, comme d'accoutumé, pour vous servir avec des sujets d'actualité. Nous allons parler aujourd'hui de l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, avec un fil conducteur, espoir ou désespoir pour le peuple congolais, un accord qui intervient, vous le savez, 30 ans après l'agression ou les différentes agressions de la RDC par le Rwanda. Nous allons donc décortiquer cet accord avec un invité sur ce plateau. Il était un habitué de cette tranche, mais il s'est éclipsé un peu pour réapparaître. Notre invité s'appelle Maître Soudi Alimassi. C'est un analyste politique et un expert en désarmement et sécurité internationale. C'est lui notre invité de ce soir. Bonsoir Maître Soudi. Bonsoir Jacques. Très en forme. Oui, en forme. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité à cette émission. Vous vous souviendrez qu'il y a 5 ans, j'étais sur ces plateaux. Exactement. Et après tout ce que personnellement j'ai connu comme problèmes individuels, politiques, j'ai décrété un silence médiatique. Et la dernière fois, c'était sur ces plateaux. Et je relance cette activité sur ces mêmes plateaux. Donc merci beaucoup pour cela. Alors, on peut parler d'une certaine rentrée médiatique de Maître Soudi 5 ans après. Absolument, absolument. Voilà, je l'annonçais tantôt, soyez le bienvenu sur ce plateau qui est le vôtre depuis très longtemps. L'accord de paix a été signé entre la RDC et le Rwanda à travers les différents ministres des Affaires étrangères. Vous avez suivi un accord qui a été commenté dans tous les sens, nouveau chapitre d'espoir pour la RDC, un pas vers la paix définitive. En fait, quelle était votre réaction personnellement quand vous avez vu signer cet accord finalement? Une réaction à chaud. C'était laquelle? Au fait, avant de palper du doigt le corps, les textes de l'accord, nous avions quand même une satisfaction comme tout Congolais, parce que notre pays traverse des moments très difficiles d'insécurité, aussi au départ de notre expertise en matière de désarmement et de sécurité internationale, lorsqu'on a appris que la République démocratique du Congo venait de signer un accord avec le Rwanda, qui, entre guillemets, est considéré comme un pays agresseur de notre territoire national, nous avions une satisfaction. Et d'emblée, nous avons voulu féliciter ceux qui ont obtenu cet accord-là, notamment le gouvernement de la République. Ah, c'est tout ce que vous dites à ce niveau-là? À ce niveau, oui, parce que vous m'avez posé la question, quelle a été la réaction lorsqu'on a appris? Parce que apprendre et voir le texte, c'est deux choses différentes. Alors, nous allons donc rappeler à nos téléspectateurs qu'il y avait, on peut résumer 5 axes prioritaires dans cet accord, et on va peut-être décortiquer. On a parlé de la cessation des hostilités, du retrait progressif des forces rwandaises du sol congolais, la neutralisation des FDLR, la coordination sécuritaire conjointe et l'établissement d'un cadre de coopération économique et régionale. Donc, voilà un peu les grandes lignes de cet accord. Alors, on va décortiquer. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif, ou commençons par ce que vous avez trouvé de négatif par rapport à cet accord? C'est long. Merci beaucoup, Jacques. Je pense que, comme expert, me demander de parler directement de ce que j'ai trouvé de positif ou de ce que j'ai trouvé de négatif, ça sera aller vite en besogne. Donnez-moi le temps de vous donner une lecture d'expert de ce texte aujourd'hui qui est censé lier notre pays avec le Rwanda. Allez-y. Après avoir vu les textes, la première des choses était de constater qu'il y avait des problèmes de forme et de fond. Tous les Congolais savent aujourd'hui que nous avons des problèmes sécuritaires avec le Rwanda. Et à partir de ces problèmes sécuritaires, tout ce que nous pouvons conclure comme accord devrait d'abord porter sur des questions de sécurité. Par conséquent, lorsque vous voyez même l'intitulé
de cet accord, qui est tout simplement appelé accord de paix, les concepts au niveau des négociations ou dans le cadre de la gestion des questions internationales, chaque mot a sa place. Lorsqu'on parle uniquement de paix et qu'on ignore la sécurité, ça pose problème. À notre avis comme expert, nous pensons que l'accord devait s'appeler accord de paix et sécurité. Et lorsque vous voyez le corps de ces textes-là, vous allez vite comprendre ce que je suis en train de vous dire. Au niveau de la forme toujours, ça donne comme impression, comme si c'était un texte qui a été dicté au parti. Comment cela? Je vais expliquer lorsque nous allons aller dans les détails. Lorsque vous lisez du début à la fin, je trouve une discordance entre la volonté de notre propre gouvernement et les déclarations qui ont été faites par notre ministre des Affaires étrangères, notre ministre de Communication, tous ceux qui constituent les maillons de notre gouvernement qui parlaient et qui annonçaient cet accord. Tout ce qu'ils ont pu porter à notre connaissance ne semble pas être en adéquation avec le corpus de cet accord. Ça, c'est sur le plan de la forme. Et sur le plan de fond, il y a un petit déséquilibre. On parle de l'accord de paix qui était censé avoir à ses côtés les éléments de sécurité, mais malheureusement, on y trouve des éléments économiques dedans, on y trouve des éléments de commerce dedans, et même des coopérations transfrontalières qui va jusqu'à l'établissement des questions des infrastructures et autres. Et selon vous, c'est une inadéquation? Tout à fait. Normalement, la question primordiale, c'était la question de sécurité qu'il fallait d'abord régler. Oui, à ce niveau-là, oui. Vous allez comprendre tout ce que j'ai dit ici oui. à Luminaire lorsque nous allons analyser les différentes dispositions de l'accord. Oui, d'abord à ce niveau-là, j'aimerais dire un mot, placer un mot, vous poser la question. Oui. Quelle est l'origine de cette guerre de 30 ans entre la RDC et le Rwanda? Ce sont nos minéraux, nos ressources naturelles. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre une question et ne pas évoquer la voie de sortie qui cadre un peu avec le secteur économique, avec le secteur minier? C'est vous qui tirez les conclusions que ce sont des minéraux, la question des minéraux. Mais moi, je vous dis que c'est l'un des éléments qui nous oppose au Rwanda. Il n'y a pas que les minéraux, il y a d'autres questions qu'il faudra peut-être à l'occasion d'une autre émission, lorsque vous allez m'inviter, je vais venir m'étayer sur ça. Allons-y dans le fond, alors on ne va pas faire le débat. Le deuxième élément clé du fond, c'est que lorsque vous lisez l'accord, presque à 90%, voire 95%, l'accord donne des obligations à la République démocratique du Congo. Il y a peu d'obligations pour le Rwanda. Et même les obligations du Rwanda conditionnent d'abord l'exécution par la RDC pour que le Rwanda exécute. Vous devez le prouver, vous devez l'expliquer. Je vais expliquer dans les détails, ne vous en faites pas. Alors, et donc, de ce point de vue, cet accord, comme troisième élément, place la RDC dans le cadre d'exécution de ses obligations comme condition de faisabilité de l'accord. J'aimerais que les fanatiques ne puissent pas nous prêter beaucoup attention parce que cette émission n'est pas... Ici, c'est l'approche scientifique, analytique. C'est une approche analytique, scientifique d'experts. Voilà. Et donc, les femmes et les hommes intelligents, c'est eux qui sont censés nous suivre. Et donc, je disais, comme dernier élément de fond, la RDC est placée comme condition de fond d'exécution de cet accord. Et ça, c'est un danger imminent, et vous allez le constater. Alors, allons-y dans la démonstration de ce que vous dites. L'accord lui-même. Voilà. Moi, j'ai résumé le contenu de cet accord en deux parties. Il y a la partie qui parle des aspects sécuritaires et la partie qui parle des aspects économiques. Voilà. Dans la partie qui parle des aspects sécuritaires, les premiers éléments clés, je ne vais pas les étayer trop en détail, mais je vais les regrouper. Le premier élément clé, c'est le respect de l'intégrité territoriale des deux pays. Or,
pour le respect donc, en d'autres termes, la réaffirmation du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale à l'égard des deux pays, c'est-à-dire la RDC doit respecter cela pour le Rwanda, et le Rwanda doit respecter cela pour la RDC. Mais le premier élément qui va permettre à ce que le Rwanda exécute cette obligation, on demande à la RDC d'identifier, de localiser, de neutraliser les FDLR et de les rapatrier, qui constitue en même temps comme condition pour le Rwanda de retirer ses troupes, de les réintégrer. Non, je vais arriver au retrait, ne vous en faites pas, n'allez pas vite en besogne. Il n'y a même pas le mot retrait dans l'accord. Alors, vous voyez déjà cette condition-là. Les FDLR aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans la zone contrôlée par la M23. Et l'accord du début à la fin n'a fait aucune allusion au M23. Alors que notre gouvernement a dit qu'il ne va pas négocier avec le M23. Et les tentatives de Doha sont en train d'aller d'échec en échec. Justement, vous avez donné la réponse à votre question. Donc, la question de FDL, de M23 AFC, c'est une question qui est traitée par rapport aux négociations à Doha. Même le ministre des Affaires étrangères du Rwanda l'a bien expliqué. Donc, ça ne revient pas dans l'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est oublié. Il y a une autre structure qui prend en charge. Laissez-moi évoluer avec la situation. Vous parlez avec un expert. Ceci, je voudrais tout simplement vous dire que pour que cette obligation s'exécute, il faudra que notre gouvernement, avec l'AFCM 23, se mette d'accord pour que cet élément ici soit mis en activité. Le deuxième élément, c'est pour le Rwanda. On parle de désengagement des forces. Désengagement des forces, et ils ajoutent par la levée des mesures défensives. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite là, même les profanes, ils voient que nous, on parlait de l'agression. Le mot agression n'est pas revenu du début à la fin de l'accord. Ça veut dire que l'accord des États-Unis n'a pas reconnu l'agression du Rwanda sur notre territoire. Et on parle de désengagement. Le terme désengagement est différent du terme retrait. Le désengagement, c'est un terme qui inclut les notions, excusez-moi la tautologie, à long terme. Un processus progressif. Le retrait, c'est ça que les Congolais attendaient. Le retrait qui a un effet immédiat, ça veut dire, dès que l'accord est signé, il n'y a que les modalités de retrait de ces troupes. Alors d'après certains experts, d'autres experts estiment que le retrait est contenu dans le désengagement. Non, non. Dans le désengagement. C'est-à-dire le désengagement, c'est-à-dire il y a des forces, il y a l'arsenal militaire, il y a toute la stratégie, et on va y aller. C'est là que je reviens sur la qualité des négociateurs de notre pays. Je suis en train de voir que le Rwanda a envoyé des experts attitrés, et nous, on a envoyé nos tralala ici, qui sont restés distraits sur les concepts. Vous avez suivi même, on n'a même pas parlé des troupes rwandaises. Nulle part dans l'accord, on a même parlé de RDF, l'armée rwandaise. On a parlé ici de désengagement des forces, point. Et puis on ajoute lever des mesures défensives. C'est pour éviter les mots clés, qui sont d'ailleurs chantés par nos officiels chaque jour. Les troupes rwandaises doivent quitter, et ainsi de suite. Nous sommes agressés. Le mot agression n'est pas revenu dans l'accord. Mais ce n'est pas un accord pour faire plaisir simplement à la République démocratique du Congo, puisqu'on attend du Rwanda également une implication. Va-t-on reprendre tout ce qui est dit ici comme en sens unique? Vous estimez que le Rwanda a signé? J'estime que ce que vous dites, c'est ce que la population vous a demandé de nous poser comme question. Et c'est là où se trouve le malheur de notre pays. Nous sommes toujours superficiels dans l'élaboration des accords. Les autres sont dans les fonds. Les termes ici, et j'insiste, les mots agression n'a pas été reconnu par l'accord. Et puis de deux, l'armée rwandaise, RDF, les concepts RDF n'a pas été repris dans l'accord. Et dans cet accord, on a parlé de la levée des mesures défensives. Ça veut dire que l'accord a reconnu que le Rwanda, si il a envoyé des forces dans notre territoire, c'est pour se défendre. Donc ça justifie la présence rwandaise sur notre territoire. Est-ce que vous comprenez l'essence de ces concepts? Et là, je me dis que notre pays doit faire très attention. Dans les prochaines négociations, il faut envoyer des gens qui connaissent comment choisir les termes,
comment ça se négocie. C'est comme ça que je vous ai dit en liminaire que ça semble être un texte qu'on a imposé, ou alors ce sont nos négociateurs qui n'ont pas été à niveau. Je vous ai expliqué comment le terme désengagement est différent du terme retrait en sécurité internationale. Alors, la conclusion sur cette première partie, sur ce point-là, est qu'il n'y a pas d'agression selon cet accord. Ça veut dire que tout ce qui se passe, le Rwanda a le droit de se défendre. Il a envoyé des forces défensives sur notre territoire et ne peut quitter notre pays que lorsque la RDC aura rempli l'obligation d'identifier, de maîtriser et de rapatrier les FDLR. Dès que les FDLR seront rapatriés au Rwanda, c'est à ce moment-là que le Rwanda va les prendre et procéder à une autre obligation que nous verrons un peu plus bas, d'intégration. Est-ce que c'est pour la première fois que vous entendez cette disposition de FDLR? Excusez-moi, j'ai risqué de perdre l'idée. Oui. Alors que c'est à ce niveau ici qu'on devait parler de la question des AFC M23. Parce qu'on chante chaque jour ici que le Rwanda, il n'y a pas d'AFC M23, il n'y a que le Rwanda. C'est à ce niveau qu'on devait obliger au Rwanda de poser des actions dans le cadre de cet accord en ce qui concerne l'M23. Donc il y a un vide sur ce point. Alors, le deuxième élément, c'est le règlement pacifique des conflits. Interdiction des actes hostiles. Interdiction de s'agresser mutuellement ou des incursions militaires. Interdiction de soutenir les actes hostiles des groupes armés, etc. etc. Alors, en quoi ça fâche sur ce point-là? Oui. Sur ces points-là, les points il est très positif, tels que je les ai regroupés, mais seulement dans l'esprit de l'accord, c'est une reconnaissance tacite des menaces sécuritaires des deux États. Parce que l'obligation a été faite à l'égard de la RDC et du Rwanda en même temps. L'accord n'a pas souligné que sur ce point-là, il n'y a que le Rwanda qui pose des actes d'incursion chez nous, ainsi de suite. Donc, l'accord ici est venu nous mettre au même diapason des menaces sécuritaires que le Rwanda. Un autre élément, c'est le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques. Alors, le premier élément, c'est la fin du soutien étatique aux groupes armés non étatiques. Quels sont ces groupes armés non étatiques? Il y en a au Rwanda combien? Et il y en a sur la RDC combien? Sur la RDC, nous avons le Wazalendo, à ce qui concerne la question du Rwanda, parce qu'on ne peut pas parler des Codeco et les autres qui sont particulièrement dans l'Ituri, même si, depuis un certain temps, il y a une certaine connexion. Il y a une certaine connexion entre ce que fait le M23 dans la partie orientale et qui semble se prolonger vers l'Ituri. Il y a la question du Wazalendo. Les Wazalendo aujourd'hui sont considérés comme des réservistes des forces armées. Ce qui veut dire que cette question, elle est une obligation particulière de la RDC. Le deuxième élément, c'est l'AFC M23. Qui n'a pas été cité, je répéterai chaque jour. Je l'ai dit ici, je l'ai dit. Qui n'a pas été cité qui n'a pas été cité dans l'accord, mais qui est pris en charge au niveau des négociations à Doha. Ne faites pas de l'amalgame. Je ne fais pas de l'amalgame. Ne faites pas de l'amalgame. Ici, nous suivons les déclarations de notre propre gouvernement et nous voyons ce qui a été mentionné dans l'accord négocié par... Donc selon vous, c'est une faiblesse que de ne pas avoir... qu'on ne cite pas clairement. Mais l'accord n'établit pas les liens entre le Rwanda et le M23. Mais l'accord n'établit pas les liens entre le Rwanda et le M23. L'accord des douanes, le Rwanda, de son support... Ce n'est pas un accord État à État. Suivez-moi très bien. À l'heure qu'il est, la question du M23 revient comme une question particulière de souveraineté de la RDC. Parce que l'accord devait préciser que c'est le Rwanda qui a fabriqué le M23 et qui l'appuie, et il appartiendrait au Rwanda. L'accord ne dit même pas que le Rwanda doit suspendre le soutien
au M23. Mais vous avez quand même suivi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Non, après la signature. moi je ne vais pas suivre les déclarations. Je vous dis Non, mais ici, maître, non, quand on parle de vous n'avez déclarations, pas suivi l'explication qu'il a donnée, la précision. S'il vous plaît, par Jacques. rapport à la question Jacques. M23 AFC. Jacques, Oui. les déclarations des politiciens sont souvent différentes de ce qui est couché dans les accords. Moi, je n'aime pas parler de Rwanda. Je parle de notre propre gouvernement par rapport à cet accord. Vous m'avez appelé ici pour que nous puissions analyser l'accord. Tout à fait. Et si vous me ramenez encore au niveau des déclarations, je vous dis d'abord, nos propres déclarations de notre propre gouvernement sont contraires à ce que nous trouvons dans l'accord. Et je pense que si il y a des analystes... Vous êtes, oui, et la justement, population vous êtes un bien expert, comprendre mais qu'ils nous est-ce que vous estimez que des déclarations faites avant la négociation, avant d'avoir l'accord, on doit les retrouver telles quelles dans l'accord? Dans ce cas, ça devient le sens unique. Moi, je pense qu'il faut éviter juste de faire les spectacles de communication. Alors que moi, je connais bien l'agissement du Rwanda. Le Rwanda va s'en tenir aux phrases et aux mots qui sont dans l'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à pleurnicher. Et je vous dis ici, je suis en train de vous parler de la fin du soutien étatique aux groupes armés non étatiques. Le M23 n'a pas été cité. L'accord n'a pas déterminé clairement les liens entre le Rwanda et le M23. Et maintenant, rentrons du côté du Rwanda, parce que cette obligation, elle est entièrement congolaise. Quel est le groupe armé que le Rwanda va intégrer au Rwanda qui menace le Congo? L'esprit de l'accord nous dit que c'est les FDLR. Les FDLR sont où? Sont au Congo. Mais le même accord exige au gouvernement de la RDC d'identifier, de localiser, c'est pas démobiliser. Mais ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. Mais c'est ça que Le gouvernement avait préalablement pris l'engagement. Vous serez même choqué que l'accord a encore repris. Je vais en arriver un peu plus bas. L'accord a encore repris les opérations conjointes. La possibilité des opérations conjointes entre notre armée et l'armée rwandaise. Nous tournons en rond. Laissez-moi avancer. Oui, avancez très rapidement. Alors, il y a la question des désengagement et des désarmements de groupes armés non étatiques. Et déjà, cette disposition renvoie à d'autres accords. Et sur ce point-là, j'estime que le gouvernement de la République va prendre toutes les dispositions pour discuter avec tous les groupes armés qui nous posent problème aujourd'hui, de manière à ce que ces accords qui sortiront de ces groupes armés puissent permettre à ce qu'il y ait un désarmement convenable. Il y a la question de l'intégration conditionnée dans les forces de sécurité. Et vous pouvez parler pour expliquer un peu c'est-à-dire le sort réservé à l'armée, au M23, à l'AFC, tout ça par rapport à l'accord. C'est ça la question. Mais effectivement, quand on parle de l'intégration, exactement, ça nous rappelle automatiquement la notion conditionnelle. Alors, effectivement, c'est la notion du brassage. Conditionnel. Oui. Ce n'est pas le mixage. Est-ce que vous avez déjà lu les autres accords qui parlaient de brassage? C'est le mixage où on ne contrôle pas. On brasse seulement les troupes ici et les troupes là-bas, on les mixe. Mais le brassage, c'est effectivement l'intégration. Ici, on a prévu dans l'intégration conditionnelle, c'est-à-dire on voit le cas au cas par cas. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe, tout ça, on fait qui a fait quoi. Et là, la justice intervient également. La notion de la justice, qui a fait quoi, qui est passible, je ne sais pas moi, crime de guerre, crime contre l'humanité. C'est au cas par cas. Bon, pourquoi vous avez aussi autant peur que ça? Je ne suis pas disposé à vous poser des questions. Ah, heureusement que vous le savez. Je vous dis que ces résultats, cette action ne peut être possible qu'après négociation. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Selon ce que nous apprenons, le M23 aurait près de 35 000 hommes. OK? Qui sont en train de recruter chaque jour, que nous suivons là, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, lorsqu'on va arriver au moment d'opérer cette intégration conditionnée, qui a les dossiers, les casiers judiciaires de chaque militaire qui est là-bas. Je vous parle maintenant de la pratique. Qui a les casiers judiciaires de chaque militaire qui est recruté là-bas? À part leurs chefs qui sont connus. Vous comprenez qu'il y a un problème réel. Et ici, ça nous ramène au brassage de l'époque. Et l'accord ici... Et si c'est le prix à payer? Je vous pose clairement la question. Mais comme technicien, je me dis... Et si c'est le prix à payer? Ce n'est pas une mauvaise chose.
Mais ici, ça Et vient... s'il faut passer par là pour que la guerre cesse. Mais Jacques, laissez-moi évoluer. Oui. Ça vient maintenant contredire la déclaration de notre gouvernement. Moi, j'ai suivi, en tout cas... Vous en tenez aux déclarations d'avant les négociations pour arriver à l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. C'est tout à fait normal. Jacques, Vous êtes un expert, il faut monter les enchères, vous le savez. Jacques, Mais ce n'est pas ce dont on obtient après les nous sommes négociations. en train d'exploiter l'accord. L'accord doit refléter la volonté de notre gouvernement. Ce n'est pas ça. Et les déclarations dont j'ai fait allusion ici, il y en a qui sont en train de passer au moment où nous tournons cette émission. Vous voulez que la population soit éclairée, non? Et ceux qui vont mettre en application cet accord, parce qu'on peut se trouver dans ces mécanismes sans avoir été un homme avisé ou un expert dans les domaines. Ils ont des leçons à tirer de cette analyse. Et je pense que là, nous rentrons dans la question de brassage. Et le brassage, dans le contexte que nous avons, il n'est pas mauvais s'il est le résultat d'un accord. Qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous? Mais je pense que cette question, moi, je ne la condamne pas. Si je l'ai évoquée avec insistance, c'est par rapport aux déclarations de notre gouvernement qui a plusieurs fois affirmé qu'il ne peut jamais, jamais, jamais passer par cela. Alors que c'est un mécanisme de pacification. Parce que lorsque aujourd'hui, nous avons une difficulté de mettre ensemble tous les éléments du territoire national, et qu'il y a une autre partie du territoire qui est dirigée par tous ceux que nous connaissons, les prix à payer pour la paix, c'est arrivé à ces gens d'actes. Mais alors, l'élément conditionné doit avoir des éléments pratiques qui puissent permettre à ce que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs du passé. C'est pour ça que cet élément de CONOPS qui est l'annexe à cet accord doit encore être revu pour y ajouter des éléments, des détails qui puissent... Heureusement que vous savez qu'il y a l'esprit et la lettre. Voilà. Alors on va à l'ancrage économique très rapidement. Puisque... Non, avant d'y arriver... Très rapidement. Nous avons déjà au mécanisme conjoint de coordination. Voilà. Alors, et si les mécanismes conjoints de coordination, il y a des choses à dire. C'est la surveillance mutuelle. La surveillance mutuelle. Entre les deux pays. Oui. En ce qui concerne les renseignements, en ce qui concerne l'armée, tout ça. C'est ce que ça veut dire. L'accord existe que dans les 30 jours qui est mis en place de ces mécanismes. Et qu'il y ait un engagement, et ça, l'ensemble des obligations qui suivent ces points sur le mécanisme conjoint incombe à la RDC. Lorsqu'on demande à la RDC de prendre l'engagement de mettre fin au soutien des FDLR, c'est apparu dans l'accord, mais l'engagement de mettre fin au soutien de M23 n'est pas apparu. Il y a l'engagement d'identification, évaluation, localisation et neutralisation des FDLR, c'est là encore la RDC. L'engagement de la RDC à soutenir les accords de coopération bilatérale avec le Rwanda pour les opérations ponctuelles et ciblées contre les FDLR. Des engagements des groupes armés. Non, je n'ai pas parlé. Allez-y, allez-y. Engagement de la RDC à soutenir les accords de coopération bilatérale qui nous amènent aux opérations conjointes contre les FDLR. Cette obligation, comment elle sera appliquée actuellement si la question du M23 n'est pas réglée? Parce que les FDLR sont dans la partie contrôlée par le M23. Je reviens encore sur cette question. Mais il me semble que la question du M23 va bientôt être réglée. Vous ne voulez pas que l'on puisse faire la jonction avec ce qui se passe à Doha. Mais la question va être réglée, ce n'est pas une question pendante. Et pourtant, nous savons que les M23, c'est très bientôt qu'on ne va plus en parler, l'AFC, puisqu'il y a des négociations en cours. Donc on arrivera à trouver une solution et la mise en application de cette disposition, de cette clause, sera effective. Alors, sur cette partie sécuritaire, laissez-moi conclure en disant qu'il y a une acceptation tacite de la RDC sur la menace des FDLR sur le Rwanda, dans cet accord. Et ça, c'est le danger, piège qu'il y a dans ces phrases qui ont été coulées et signées par notre gouvernement. Et il y a aussi cet aspect de l'obligation à la RDC de soutenir ces opérations conjointes avec le Rwanda encore sur notre territoire. Alors que c'était un élément décrié et rejeté totalement par notre gouvernement. Il y a aussi l'acceptation de notre gouvernement de recevoir les réfugiés
Congolais, entre guillemets, qui s'est trouvé au Rwanda. Vous vous souvenez de cette question? Qui est une question épineuse sur l'identification de ces populations qui sont à un moment donné en train d'être déversées. Allez-y vite, il ne reste plus que 10 minutes. Nous avons déjà brûlé 30. Alors, aussi il y a un élément important. Le prolongement du mandat de la MONUSCO. C'est consigné dans l'accord. Alors que la MONUSCO était dans un programme de désengagement avec le gouvernement de la RDC. Vous voyez tout ça? Ces genres d'éléments devaient être bien étayés dans cet accord. Deuxième aspect économique, très rapidement, puisqu'il y a des questions de fond après. Mise en place du cadre d'intégration économique bilatérale et régionale pour développer les commerces extérieurs et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques. D'abord, le fait de prendre cette question économique et venir la circonscrire dans un accord de paix et sécurité, c'est un problème, c'est une erreur grave de tactique et de stratégie de négociation. Puisque l'origine de la guerre et vous voyez votre économique. Vous voyez cette disposition, même si il en est... L'origine de la guerre. Je pense qu'il y a lieu que ça puisse se retrouver là. Cet accord nous livre à la vindicte de la communauté régionale. Tous ces pays qui nous entourent, qui sont des prédateurs de nos richesses, à partir de cette disposition. Je ne sais pas quel est votre entendement. Vous ne voyez pas que... Je ne sais pas quel est votre entendement. Selon moi, je pense qu'on a voulu simplement dire on doit arriver à une certaine intégration économique régionale structurée qui inclut la gestion conjointe des ressources naturelles. Et là, excusez-moi, les maîtres mots, c'est des projets intégrateurs. Des projets intégrateurs entre les différents pays pour dissiper tout malentendu. Jacques, les projets intégrateurs, vous venez les discuter dans un accord de sécurité et de paix. Ça devait faire l'objet d'un accord bilatéral sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous avions une priorité. Quelle a été notre priorité dans ça? C'est ça qui cache, c'est l'arbre qui cache le vrai problème que nous devions résoudre dans cet accord. Cette question, quand vous lisez la première disposition que je venais de lire, nous sommes livrés à la vindicte de la communauté régionale. On nous met les mains liées, ça veut dire que nos investissements, notre commerce extérieur, et vous verrez même... Nos ressources naturelles qui nous créent trop de problèmes, nous devons chercher à les partager avec les autres dans des cas de projets qui nous réunissent tous ensemble. Un peu plus bas, on a même souligné que ça doit être sous la supervision des États-Unis. Non, en incluant la gestion conjointe des ressources naturelles. Non, quand on a parlé du partenariat des États-Unis, c'est cette question-là. Puisque on va bientôt conclure un accord cette avec les question, États-Unis. pourquoi elle ne pouvait pas faire l'objet de l'accord bilatéral entre notre pays et les États-Unis? Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette question-là, dans l'accord entre nous? Alors, selon vous, tel que vous avez lu l'accord, on va très vite. Espoir ou désespoir aujourd'hui? Il y a de l'espoir. Avec 30 ans de guerre, un accord qui arrive historique. Espoir ou désespoir? Il y a de l'espoir. Ah, très bien. La seule chance qui nous reste, c'est la résolution du problème en interne. Alors là, justement, je m'avais posé une autre question à ce niveau-là. Est-ce que cet accord de paix signé peut-il en lui seul restaurer la paix, la vraie paix dans le pays, ou on doit ajouter d'autres aspects? Cet accord en lui seul porte des pièges. Parce que je vous ai dit, 95% engendre des obligations à l'égard de la RDC. Ce qui veut dire que le Rwanda est gagnant dans cet accord. À mon avis... Tout comme la RDC. La RDC en termes de 5%. À mon avis... Ça, c'est votre pourcentage. Il faudra un mécanisme interne fort qui puisse mettre fin à nos différends internes et que l'accord interne puisse placer les bases qui puissent corriger certaines erreurs qui sont dans cet accord. Notamment cette question économique des souverainetés qui a été touchée par l'accord. Nos minéraux, nos aspects économiques, nous devons les négocier librement avec qui nous voulons. Est-ce qu'en d'autres termes... On ne doit pas nous contraindre à faire passer, par exemple, selon l'esprit de cet accord, nos minéraux par les pays de la région ou par le Rwanda particulièrement, tout simplement parce que nous voulons la paix et que les États-Unis qui ont des intérêts entre les deux pays, le nôtre et le Rwanda, en ont voulu ainsi. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque vous suivez les déclarations de notre gouvernement et le contenu de cet accord, c'est comme si le texte est venu de quelque part. Alors l'accord de paix,
doit-il être soutenu par ce que d'aucuns qualifient d'un dialogue à l'interne, selon vous, à l'heure actuelle? Le dialogue interne est incontournable. Pour cimenter la cohésion Pour nationale. cimenter la cohésion nationale et régler certaines questions qui ont été mal posées ici. Parce que ce qui est positif dans l'accord, ils ont renvoyé, l'accord a renvoyé à d'autres accords d'ordre interne. Très bien. Et sur ce point-là, les dirigeants actuels devront à tout prix aller vers ces négociations, ou je ne sais pas comment ils les appellent, de manière à ce qu'il y ait un compromis en interne avec un accord qui passe en revue sur les questions de souveraineté et qui viendront répondre à ces insuffisances de cet accord. Est-ce qu'à ce niveau-là, le pacte social proposé par les évêques, qui doit être amendé avec l'intégration de l'ECC et tous les autres, ça peut faire l'affaire? Moi, je pense qu'il faudra même aller très loin, plus que ça. Il faut chercher une médiation internationale qui va mettre ensemble toutes ces initiatives afin que toutes les parties se sentent à l'aise. C'est-à-dire Senko, ECC, pacte, je ne sais pas, c'est eux qui prônent le pacte social, et les autres, l'église de réveil et consorts, mais il y a aussi d'autres initiatives. J'ai entendu la SENSA avec une autre initiative, DOA, une autre initiative. Toutes ces initiatives-là... Le 500 voudrait rapprocher l'actuel chef de l'État de son prédécesseur pour résoudre certains problèmes. Il faut éviter la multiplicité d'initiatives. Il faut les mettre ensemble voilà, et passer en revue l'ensemble des questions qui fâchent. Voilà. Alors, Maître Soudi, une question pour les Africains. Il y en a qui pensent que le processus de Luanda a échoué complètement, puisque aujourd'hui il y a un accord entre la RDC et le Rwanda, ce qui préalablement était pris en charge au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, notamment à Luanda. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que les Africains aujourd'hui peuvent s'inquiéter de n'avoir pas arrivé à mettre ensemble les deux pays et trouver une solution? Ils ont raison, mais c'est vraiment dommage que nous allions trouver des solutions en dehors de notre continent, alors qu'il y a des frères, parce que les frères africains sont capables de nous accompagner pour la recherche de la paix. Et la même réponse que nous étions en train de chercher à Luanda, c'est celle qui a été donnée aujourd'hui au niveau des États-Unis. Donc ce processus a échoué. Il y a un autre processus que vous avez oublié. De Nairobi, avec les groupes armés, notamment. Celui-là est tombé en désuétude parce maintenant c'est... Parce que tous les groupes armés, les Wazalendo et consorts, se sont rangés déjà du côté du gouvernement. Donc il est resté juste les M23 et le gouvernement qui doivent se parler en face. Et c'est cette même initiative qui est aujourd'hui reprise par Doha. Et donc, cet autre... Les efforts africains sont annihilés, c'est ça? Ils sont annihilés. Pourquoi? C'est un regret. Moi, je ne suis pas, en tant qu'Africain et panafricaniste, je ne suis pas d'accord qu'on continue dans ce genre de choses parce que ces frères-là, on peut toujours recourir à eux d'une manière ou d'une autre, comme eux, ils recourent à nous quand ils ont des problèmes. Et donc, si nous n'avons pas confiance en eux, et que nous commencions à aller très loin aux États-Unis parce que nous voulons trouver des intérêts économiques, et ainsi de suite, et à Doha, là-bas, parce que les deux, normalement, ils s'intéressent à nous, c'est par rapport à tout ce que nous avons comme potentiel économique, mais les autres frères en Afrique, même s'ils ont aussi des intérêts économiques vis-à-vis de notre État, mais il y a quand même cette fraternité qui puisse nous rapprocher en vue d'aller dans des solutions durables, parce qu'eux aussi ont connu des problèmes comme nous. Alors, on va finir l'émission, on va finir cette émission à ce niveau. Alors, Maître Soudi, l'accord de paix RDC-Rwanda, dans sa globalité, après 30 ans, quel est le message que vous pouvez lancer aujourd'hui au peuple congolais? C'est allant dans quel sens? Bon, moi comme expert, je ne suis pas surpris, parce que l'image qu'on donne de cet accord comme si c'était un premier accord, une première expérience. Non, il y a eu beaucoup d'accords entre le Rwanda et la RDC. Beaucoup d'accords. Ça, c'est un autre accord parmi tant d'autres qui ont existé. Mais l'espoir aujourd'hui, c'est que tous les Congolais et tous les Rwandais qui nous suivent, qu'ils puissent quand même mettre dans leur tête qu'il y a un moment où il faut mettre fin au conflit qui nous oppose. S'il y a des intérêts économiques pour lesquels nous devons coopérer, collaborer, il faut les faire dans la manière la plus claire, plutôt qu'aller s'agresser mutuellement. Et cette question, je pense qu'elle devra être prise de cette manière-là. Moi, j'évite
d'être dans des espoirs déçus, surtout qu'il y a des faiblesses dans cet accord qui doivent être revus à partir de l'accord interne qui pourrait être trouvé entre acteurs. Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, c'est vite parti. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Mise au point de ce dimanche, nous recevions pour vous Maître Soudi Alimassi, analyste politique, mais surtout expert en désarmement et sécurité internationale. En tout cas, nous avons décortiqué avec lui l'accord. La question centrale était espoir ou désespoir par rapport à cet accord. Et nous arrivons à une conclusion. Il faut garder notre espoir, hein, il faut parfaire, c'est une œuvre humaine, il faut la parfaire afin que les solutions ou toutes les clauses soient appliquées pour que la paix revienne terriblement et définitivement dans la sous-région. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une